moment où nous démarrions les activités sur ce terminal, certains se doutaient bien de notre capacité à gérer, exploiter et maintenir le terminal à conteneurs. Rendu à 1 an des opérations, vous revenez pour vous enquérir de ce qui a été fait et des perspectives, j'imagine. Je dois vous dire, à l'entame de cette interview que vous avez demandé et que je vous accorde, pour rendre compte de ce que nous avons fait, de la décision qui a été prise par le port autonome à la suite du gouvernement, de gérer en régie ce terminal et qui nous a confié cette responsabilité. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est le bilan que nous allons vous faire ce matin. 1 an après sa prise en main du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry, la régie déléguée créée au sein du port autonome de Douala, par la voix de son directeur d'exploitation Faustin Dingana, à cœur ouvert, fait le bilan de la première année de gestion du terminal à conteneurs. Malgré des campagnes de dénigrement et sabotage du système informatique, les résultats sont plutôt meilleurs que ceux du précédent opérateur, en dépit d'un contexte sanitaire et économique mondial, difficile du fait de la fermeture des frontières. Faustin Dingana, directeur d'exploitation de la régie du terminal à conteneurs, à cœur ouvert, nous parle du nouveau visage du port de Douala 1 an après la prise en main du terminal, de la sécurité et sûreté dans le port, du chiffre d'affaires réalisé 1 an après le précédent opérateur, de quelques difficultés liées à l'absence des données informatiques, du projet à venir pour le port autonome de Douala et autres. Avec vous, et à cœur ouvert, Faustin Dingana. Certaines personnes, les activistes sur les réseaux sociaux, ont fait croire à l'opinion qu'il y avait un certain engorgement sur le terminal à conteneurs. Vous avez visité le terminal à conteneurs. Ils ont parlé de congestion. La congestion a ses manifestations. Avez-vous vu les manifestations de la congestion sur le terminal à conteneurs? Je pense qu'il n'y a aucune manifestation. Les navires entrent et sortent. Vous n'avez même pas vu de camion en attente. Quand vous êtes arrivé, vous pouvez y aller encore maintenant. Nous servons tous nos clients en temps et en heure, à leur satisfaction. Comment pourrait-on parler de congestion alors qu'il n'y a aucune manifestation de la congestion? Quand nous avons pris les choses en main dès le 1er janvier, le conseil d'administration du port autonome, qui avait pris des textes d'organisation de la régie du terminal à conteneurs, était confiant. C'est après avoir jugé de la capacité des nationaux à gérer ce terminal que cette décision a été prise. Et nous avons établi, avec des preuves à l'appui, avec des données que vous pouvez vous-même, que vous avez, on leur a donné raison, on leur a fait comprendre qu'ils avaient raison de prendre cette décision. Donc il n'y a pas eu un moment où nous avons pensé qu'on pouvait, on est venu en situation de capacité de gérer le terminal à conteneurs. Il n'y a pas eu un seul doute. Dès le 1er janvier, nous avons commencé à livrer. Je pense que le directeur de l'exploitation vous a montré les courbes. Au début, le 1er janvier, il y avait des hésitations, des doutes, qui en fait étaient entretenus par une campagne de dénigrement qui était développée par ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, malgré la donne, continuent à penser que nous ne sommes pas capables de faire ce que nous sommes en train de faire. Pourtant, la réalité est là. La réalité est bien celle que nous vous présentons. La réalité est celle que nos clients peuvent témoigner. Et je pense que c'est bien ça. À titre d'exemple, nous avons pu, en 2020, livrer 123 000 conteneurs à nos clients. Alors qu'en 2019, l'ancien opérateur en avait livré 116. Et vous pouvez imaginer le contexte dans lequel nous faisons toute cette opération, un contexte caractérisé principalement par la fermeture de frontières qui ne nous favorise pas l'entretien efficient de nos équipements. Mais nous avons développé des ingénieries qui nous a permis, n'est-ce pas, de contourner cette difficulté que certains avaient vue comme un point qui allait nous empêcher de réaliser notre travail. Nous avons manutentionné presque autant de navires. Vous avez eu les statistiques. Nous avons également embarqué et débarqué autant
n'est-ce pas, de conteneurs que l'a fait l'ancien opérateur. Mais faites l'analyse comparative dans un contexte, dans les contextes. Nous sommes dans un contexte de difficulté généralisée. Si ces armateurs, si ces lignes maritimes, si ces navires viennent à nous, c'est bien parce que ces armateurs font confiance au terminal à conteneurs. Donc il y a le caractère attractif. Et pour que vous soyez attractif, il faut que vous rendiez un service de standard, au standard. Et qu'on reconnaisse en vous la capacité, qu'on vous fasse confiance et qu'on vous confie la manutention des navires. Je pense que cette confiance, passé les premiers jours de janvier, et au regard de la ténacité, de la bonne tenue, du professionnalisme de notre personnel, nous avons immédiatement convaincu tous nos clients de notre capacité. Immédiatement, dès la deuxième semaine, vous regardez les courbes, nous avons convaincu de notre capacité et à ce jour, on nous demande de ne plus faire de comparaison parce que nous sommes bien au-delà de ce qui se faisait par le passé. Nous avons amélioré les performances du terminal dans tous les segments de l'activité. Nous avons amélioré. Vous avez les statistiques. Dans tous les segments de l'activité, nous avons amélioré les performances et nous avons des perspectives pour faire davantage. Nous ne sommes pas venus ici dans un état d'esprit de doute de notre capacité. Nous sommes venus pour réaliser et nous l'avons fait. La montée en puissance du port de Kribi apparaît pour nous comme une grande opportunité. Le port de Kribi s'est spécialisant davantage dans l'éclatement. L'éclatement, puisque c'est un port en eau profonde, donne l'opportunité à notre pays de recevoir des navires de plus en plus grands. Donc d'apporter des marchandises et faire des économies d'échelle. Et vous êtes sans doute au courant qu'entre le port de Kribi et celui de Douala, il y a un trafic de cabotage qui est mis en place, qui fait que les conteneurs qui arrivent dans de plus grands navires sont transférés à Douala par le caboteur qui prend les boîtes pour Douala. Donc pour nous, c'est une opportunité. Nous souhaitons que le port de Kribi se conforte dans sa mission et que le port de Douala en tire l'avantage qui devrait être le sien. Nous avons mis en place une stratégie. D'abord, la première composante de cette stratégie qui a constitué à éviter une augmentation de coûts de passage a consisté à ne pas faire de transfert de conteneurs de notre yacht principal vers notre yacht secondaire qui est le ICD, Inland Container Depot. Ce qui a amené le terminal à situer le taux d'occupation de son yacht autour de 72%, alors qu'en 2019, il était de 65%, taux d'occupation d'espace. Lorsque l'on regarde ce chiffre, on peut se dire que le terminal est congestionné, puisque les terre-pleins sont fortement occupés. Mais la congestion suppose qu'il y a un phénomène de blocage, que les navires ne peuvent pas entrer, que les camions sont bouchonnés. Vous avez vu les manifestations concrètes de la congestion des années passées. Vous les avez vues. Ce n'est pas une vue d'esprit, ça se manifeste concrètement. Les opérations de transfert amènent à gagner de l'argent. Chaque conteneur transféré procure davantage de l'argent à l'opérateur. Nous avons fait le choix de faire l'économie à l'heure et donc de maintenir sur la plateforme principale, sur le terminal, tous les conteneurs, ce qui a entraîné un taux d'occupation de 72% qui pourrait apparaître comme si on était en état de congestion. Nous avons dit non. Nous sommes en état d'encombrement, c'est-à-dire que notre terminal est encombré par des conteneurs qui séjournent très longtemps sur le terminal. Il faut résoudre le problème de l'encombrement du terminal, qui est consécutif au fait que nous avons choisi en 2020 de ne pas transférer de conteneurs au ICD, et ensuite parce que nous avons dégagé des espaces de réparation. Il fallait qu'on répare le terminal. C'est donc le fait d'avoir dégagé cet espace de réparation que les espaces utiles qui restent se trouvent être fortement chargés. Nous avons également
permis, en faisant ce que je vous présente ici, le non-transfert des conteneurs, nous avons ainsi permis à nos opérateurs, à nos chargeurs, d'économiser plus d'1 milliard de francs CFA. Et en même temps, nous avons optimisé l'utilisation de nos moyens logistiques et de nos moyens humains. Nous avons augmenté la productivité de nos moyens humains, c'est-à-dire de nos hommes, et la productivité de nos équipements en termes de disponibilité. Tout cela a permis l'accélération des livraisons. Vous avez vu le nombre de conteneurs que nous avons livrés en un an, qui est supérieur à ce que d'autres ont livré. Donc, c'est une stratégie d'organisation et d'optimisation qui fait que tout camion qui entre sur notre yacht, sur notre terminal, n'y passe pas plus de 2 heures. Notre objectif, c'est 45 minutes. C'est-à-dire qu'en 45 minutes, quand vous entrez, vous devez normalement ressortir. Mais pour l'instant, compte tenu de l'état de vétusté et des travaux que nous sommes en train de réaliser, nous sommes à 2 heures. Avant, vous pouviez passer plus de temps. Nous avons une moyenne, si c'est de 2 heures aujourd'hui, mais en moyenne, nous faisons 1 heure. Vous êtes sorti du terminal. Et cela fait que, niveau terre, il n'y a donc pas de la fluidité existe au niveau terre, c'est-à-dire les livraisons sont plus rapides parce que l'organisation qui est mise en place est efficiente. Si vous allez maintenant, et donc vous pouvez voir, monsieur, au niveau du terminal, qu'il n'y a aucune congestion en termes de camions qui attendent, des gens qui attendent. Vous voyez que c'est fluide. Puis nous avons fait des travaux. Nous avons identifié les causes du déficit de fluidité. Nous avons dit que c'est d'abord la disponibilité des équipements, c'est ensuite la capacité pour nos équipements de se mouvoir rapidement et aisément sur le terminal, qui était entravée par le mauvais état du terminal au moment où on le prenait. Les terre-pleins, les voies de circulation, vous avez vu les cratères qu'il y avait. Nos équipements, les équipements en ce moment-là ne circulent pas librement, ne circulent pas aisément, donc il y a absence de rapidité, de fluidité. Ayant identifié tous ces points, notre stratégie a consisté rapidement de trouver des solutions à ces entraves. Donc nous avons engagé des travaux d'urgence pour la réparation du parc, qui a donc permis la rapidité de mouvement de nos équipements. Nous avons également trouvé une situation où l'éclairage était fait. Vous savez, quand les gens ne peuvent pas voir ce qu'ils doivent faire, ça prend du temps. Nous avons renforcé l'éclairage et nous allons maintenir et continuer à l'améliorer, tout comme nous allons maintenir l'amélioration des travaux du yacht. Vous avez vu, quand vous avez visité, que les travaux se poursuivent. Nous allons poursuivre ces travaux cette année. Vous parlez de perspective, nous allons poursuivre pour plus de fluidité. Nous avons maintenu le taux de disponibilité des équipements à un niveau élevé, nonobstant le fait que les frontières sont fermées et que les pièces de rechange ont été difficiles pour nous d'acquérir à l'extérieur. Nous avons développé des partenariats avec des Camerounais qui sont désormais capables de fabriquer certaines pièces que nous utilisons. Et bien, avec ça, nous sommes capables d'entretenir et de faire tourner les équipements dont vous connaissez l'âge. On vous les a présentés ici, c'est des équipements vieux, pour certains avec atteint le seuil de non-maintenabilité sur le terminal, mais nous avons réussi à les réveiller par l'ingéniosité des Camerounais qui travaillent ici avec nous en termes de partenariat. Voilà ce qui nous a permis de rester fluide, que ce soit sur la terre, c'est-à-dire les opérations de réception de conteneurs ou les opérations de livraison de conteneurs, que ce soit sur le bord, c'est-à-dire les opérations de chargement et de déchargement des navires, d'embarquement ou de débarquement des conteneurs, ces opérations-là qui se font avec la logistique, une organisation et une main-d'œuvre efficiente et efficace, a donc été assurée par l'ingéniosité que nous avons mise en place en termes d'organisation, en termes de motivation de notre personnel, nous pourrons en parler tout à l'heure, et en termes de disponibilité de nos équipements. Vous me demandez qu'est-ce que nous prévoyons pour que plus jamais de congestion. Nous prévoyons un plan d'investissement. Un plan d'investissement qui se décline sur 3 ans et sur 10 ans. Sur 3 ans, nous avons une vision. Nous ne faisons pas de la gestion de la navigation à vue. Nous utilisons des jumelles pour que les actions que nous posons aujourd'hui s'inscrivent dans une stratégie de moyen et de long terme. À moyen terme, déjà, pour 2021, nous prévoyons d'acquérir de nouveaux équipements.
Je peux par exemple vous montrer, nous avons signé hier avec l'entreprise Konecranes une lettre commande pour l'acquisition de 2 grues mobiles. Nous l'avons signé hier, cette lettre commande. Et les 2 grues mobiles, ça c'est le côté bord pour la manutention des navires, vont être livrés d'ici la fin de mois, la fin d'année, si les inconvénients ou les difficultés que pose aujourd'hui la gestion de l'environnement dû au Covid-19 ne venait pas à faire entrave. Nous espérons que nous serons capables, notre fournisseur, Konecranes, qui est le fabricant de ces équipements, sera capable de les livrer. Nous sommes également en négociation avec d'autres prestataires, et notamment avec le fabricant Konecranes, en négociation pour l'acquisition des équipements de levage des Richteker. Vous pouvez voir le tableau des investissements que vous avez sous les yeux. Vous allez voir un plan sur 3 ans. Nous allons acheter pour cette année 5 Richteker. Nous prévoyons d'acheter également des empty handlers pour la manutention des vitres cette année. 2. Nous prévoyons d'acheter d'autres chariots élévateurs. Nous prévoyons d'acheter des tracteurs, c'est-à-dire des équipements qui nous permettent de faire l'acconnage, des remorques, 27. Et nous avons un plan sur 10 ans, c'est-à-dire passé 3 ans, vous avez un plan d'investissement sur 10 ans qui va de 2020 de 2021 à 2030, séquencé et avec un plan de financement et qui est élaboré de sorte que les cash flows générés par l'activité vont prendre en charge le financement de l'ensemble de ces investissements. Donc, congestion, la cause, c'est 3 choses. L'état des infrastructures, l'état des équipements, l'organisation et la capacité des hommes à manager tout cet ensemble. Et vous voyez que sur tous ces compartiments, nous avons une stratégie. Nous avons prévu un plan de recrutement pour renouveler les équipes, renouveler ceux qui vont à la retraite. Il y a un plan de formation pour renforcer les capacités des hommes. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que plus jamais on ne parle de congestion. En 2019, le chiffre d'affaires du terminal se situe autour de 48 milliards 458 millions 817 000 francs CFA. Les 49 milliards que nous projetons comme le chiffre d'affaires et que nous rapprochons à titre comparatif avec 48 milliards de l'année 2019, c'est un peu de manière abusive que nous faisons cette comparaison. Parce qu'il faut dire qu'en 2020, nous avons opéré dès le 1er janvier 2020 une remise sur les tarifs de manutention terre de 10%. C'est-à-dire que nous avons estimé que les coûts de passage, comme nous l'a instruit le gouvernement, devaient baisser. Et pour baisser ces coûts de passage, l'autorité portuaire et le conseil d'administration du port autonome nous a demandé de faire une baisse tarifaire de 10% sur nos opérations de manutention terre. Cette baisse a entraîné une perte du chiffre d'affaires pour le terminal de 3 milliards 400 millions, 10%. Ce qui constitue un gain pour l'économie. Parce que si nous sommes opérateurs, nous gagnons cet argent, c'est pour diviser, pour partager à nos actionnaires en dividendes. Alors que quand nous laissons entre les mains des chargeurs, c'est un gain pour l'économie nationale. Donc, nous avons laissé dans l'économie nationale 3 milliards 400 millions qui auraient pu rester entre nos mains si notre autorité n'avait pas demandé cette remise de 10%. Si vous voulez comparer aux années antérieures, il faut intégrer ces 3 milliards aux 49 millions pour faire une comparaison, puisque la base des années antérieures prenait en charge, n'est-ce pas, ces 10%. Nous avons également, comme je vous l'ai dit tantôt, nous nous sommes abstenus de faire comme ça se faisait par le passé. Évidemment, la stratégie du passé était une stratégie basée sur le fait qu'il faut absolument alléger la pression sur le terminal, mais aussi gagner un peu de l'argent parce qu'il fallait transférer. Et quand on transfère, ça augmente les coûts. Le gouvernement nous a demandé, et notre autorité nous a demandé, de baisser les coûts de passage et de réduire les délais de passage. Et donc, nous avons contenu toutes nos gestions dans le terminal sans faire de transfert.
Et le fait de ne pas transférer de conteneurs a fait faire des économies de 1,76 milliard si nous prenons le rythme auquel les années passées, on faisait les transferts, en faisant ce type de calcul. Vous voyez qu'au total, par les instructions que nous avons reçues et par notre approche managériale, nous avons fait faire à l'économie de notre pays, nous avons fait faire garder dans l'économie de notre pays, donc faire économiser par nos chargeurs plus de 4,5 milliards que nous aurions pu encaisser si nous étions un opérateur privé capitaliste qui veut absolument gagner de l'argent. Parce que nous réfléchissons global et nous réfléchissons macroéconomique avec ce que ça entraîne comme les effets sur les paniers de la ménagère. Voilà ce que je peux vous dire s'agissant du chiffre d'affaires de la RTC. Donc, c'est un chiffre d'affaires qui parle de lui-même et il est supérieur à celui de l'année passée. Il est largement supérieur, toutes choses égales par ailleurs. Nous sommes quand même au-dessus de 20 milliards en termes d'excédent brut d'exploitation, pas en termes de résultats après impôt. Parce qu'il y a quand même... Donc, les données sont en traitement et d'ici la fin du mois, nous serons capables de vous dire exactement ce que nous avons gagné en termes de bénéfices. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons pu, comme nous l'a instruit nos mandants, c'est-à-dire le port autonome, le conseil d'administration du port autonome, verser à l'État, donc au port autonome de Douala et à l'administration fiscale. Au port autonome, nous avons déjà versé 15 milliards 400 millions de redevances et des frais de stationnement, redevances fixes, redevances variables et sa quote-part de frais de stationnement que le port n'avait jamais reçu depuis des années. Nous l'avons versé, nous avons versé 15 milliards. Les années antérieures, ça tournait autour de 5 milliards. 2019, 4 milliards, 305 milliards. Vous voyez le gain que le port autonome a eu. Nous avons fait une contribution fiscale de l'ordre de 9 milliards. C'est-à-dire que vous avez les impôts directs et les autres impôts indirects que génère l'activité du terminal à conteneurs. Vous pouvez demander ce qui s'est passé l'année dernière. Vous avez des chiffres, mes collaborateurs vous les ont présentés. Je pense que sur ce point-là, il y a un gain financier important. Vous voyez, les chargeurs ont gagné, c'est-à-dire l'économie, parce que quand ils gagnent, ça se répercute sur le panier de la ménagère. L'État, le port autonome, a gagné, ce qui permet au port autonome de réaliser des investissements d'intérêt général pour toute la place portuaire. La dernière chose que je vais vous parler maintenant, c'est que même les armateurs ont gagné. Nous avons fait ce qu'on appelle des ristournes aux armateurs. Quand nous avons vu à la fin de l'année le volume que nous avons réalisé, qui est le fait de la confiance que ces armateurs ont eu en nous, le volume d'affaires qu'on a réalisé, nous avons décidé de proposer, nous avons proposé à notre conseil de supervision qui a approuvé et qui nous a autorisé de faire une ristourne à ces armateurs. Cela représente à peu près 1,4 milliard. Ça veut dire que le gain de productivité que le terminal a eu, nous l'avons redistribué à toutes les parties prenantes sur le terminal. Voilà ce que je peux vous donner comme chiffre à ce stade, entendu qu'à la fin du mois, ou plus tard fin mars, comme le prévoit la loi, vous aurez notre bilan et vous pouvez savoir le bénéfice. Il est important, il est largement supérieur à ce qui se passait avant. On ne peut pas être dans un état d'esprit autre que de motivation, d'engagement, de détermination pour réaliser cette productivité. C'est le personnel, c'est l'organisation, c'est la synergie de tous les acteurs, les cadres de concertation que nous avons mis en place qui produit les résultats qui vous ont été présentés. Le personnel qui est avec nous, que nous avons trouvé au terminal à conteneurs, était un personnel en partie qui était recruté par l'ex-opérateur et en partie qui était une main-d'œuvre intérimaire, c'est-à-dire temporaire, qui était pratiquement déjà dans une situation d'absence de légalité, parce qu'une main-d'œuvre temporaire qu'on utilise pendant 5 ans, ça commence à ne plus être normal. Nous avons, dès le 1er janvier 2021, contractualisé tout ce personnel.
c'est environ 70 personnes. On a signé des contrats de travail avec eux pour rendre leur situation stable. Donc, ils sont désormais les employés en part entière de la régie du terminal à conteneurs, comme nous l'a instruit notre conseil de supervision. Le personnel qui était rattaché à l'ex-opérateur par un contrat de travail reste sous réquisition. Ils ont eu une première réquisition dont on voulait lever le plus tôt possible, mais il y a eu des entraves à la levée de ces réquisitions. Ces entraves résident en ce que ce personnel, et je pense que vous avez interviewé le personnel, est en contentieux avec son ex-employeur. Nous ne pouvons pas contractualiser ce personnel tant que ce contentieux reste pendant devant les juridictions. Mais nous avons déjà prêté les templates des contrats. Dès que la décision de justice tombera en ce qui concerne ce personnel et qui nous sera donc capable, à l'issue de cette décision, de stabiliser leur emploi, ils seront tous recrutés et stabilisés sur le terminal à conteneurs. Mais en attendant, quoi qu'il soit sous réquisition, ce personnel reçoit régulièrement les salaires dont le minimum est ce qu'il percevait déjà. D'ailleurs, nous avons procédé à des augmentations de salaire. Il reçoit tous les traitements, les couvertures d'assurance et tout ce qui leur était dû, de même que leurs enfants, leurs familles. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie qu'en un an, vous avez vu la sérénité, qui joue d'ailleurs avec tout ce qui était annoncé et tout ce que souhaitaient certaines personnes par les actions de perturbation de l'environnement qui avaient été orchestrées et menées, mais qui n'ont pas porté des faits. Parce que nous avons assuré à ce personnel, nous leur avons garanti qu'au-delà de la régie du terminal à conteneurs de toute opération, il y a le terminal à conteneurs qui va toujours exister et qui aura besoin d'eux, qui va les employer. Et qu'en ce qui nous concerne, nous nous engageons à respecter, notre conseil s'engage, le directeur général du port, président du conseil de supervision de la régie du terminal à conteneurs, a pris des engagements qu'il nous a amenés et qu'il nous a instruit de respecter. Ça a été entièrement respecté et je vous donne la possibilité d'interviewer tout ce personnel. Ils ont une inquiétude, quelle va être l'issue de leur procédure. Mais cela échappe à notre maîtrise. Nous ne pouvons rien en dire, nous attendons. Nous avons eu cette année le moins d'incidents qu'il y ait jamais eu sur le terminal. Cela est dû à ce que vous venez de dire. Nous avons renforcé le dispositif de sécurisation du terminal. Nous avons refait la mise à jour du niveau de nos collaborateurs en matière de lutte contre la criminalité. Donc il y a eu des formations. Nous avons renforcé le système d'éclairage sur nos terminaux, il vous l'a dit. Nous avons, avec l'autorité portuaire, et vous le voyez vous-même, renforcé le système de contrôle volumétrique et périmétrique de l'ensemble du port. Donc, l'autorité portuaire a pris des mesures extrêmement salutaires pour la sécurisation de la place portuaire en général. Le terminal à conteneurs en a par ricochet bénéficié et cela est venu renforcer le système de sécurité qui était déjà en place. Vous le dites et vous avez raison de le dire, densifié par un ensemble de caméras que nous avons renforcées, pour ceux qui sont là, que nous avons trouvé, nous avons renforcé l'éclairage, nous continuerons à le faire au point où aujourd'hui le niveau d'incident est le plus bas possible. Il n'est pas nul parce que parfois le risque vient de l'intérieur lui-même. On a vu, par exemple, des employés dockers qui sont allés commettre des infractions alors qu'ils devaient être à un poste de travail. Ils ont laissé leur poste de travail pour aller commettre des infractions sur des conteneurs, là où ils ne sont pas censés être. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, la caméra les prend. Quand on fait l'exploitation des caméras, ils sont déférés. Je crois qu'il y a même la procédure d'un certain qui passe aujourd'hui. La caméra les prend, donc le dispositif sécuritaire est là. Je pense qu'avec ce qui est fait par le port autonome de Douala, par nous-mêmes, le port de Douala est désormais une destination sûre, sécurisée. Vous avez vu les acquisitions de l'autorité portuaire du port autonome de Douala, d'une drague qui va assurer la sécurité de la navigation, en assurant des fonds pour que tous les navires qui arrivent puissent entrer avec leur cargaison sans difficulté et sans attendre longtemps. De même, un gros travail est fait par l'autorité portuaire sur le balisage, c'est-à-dire la sécurité par les balises. Donc, que ce soit côté mer,
que ce soit côté terre, la sécurité du port est assurée. Il y a une organisation, je ne peux pas m'étendre davantage, quand vous aurez l'occasion de rencontrer l'autorité portuaire et les responsables qui en sont en charge, ils vont vous dire techniquement ce qui se passe. Mais moi, en tant que bénéficiaire de cela, je peux vous dire que je suis rassuré de ce qui est mis en place. Et je peux rassurer nos clients que Douala est une destination sûre, sécurisée, où ils ne vont trouver, que ce soit au niveau de la navigation ou que ce soit au niveau du passage de leurs conteneurs, rien ne peut arriver à leur navire ou à la marchandise. Nous avons un plan d'investissement qui est chiffré. Regardez, le coût total des investissements, 102 milliards sur 10 ans. C'est un plan d'investissement sur 10 ans. Et nous avons un tableau, un plan de financement. Ce plan de financement qui permet de dire que tout ce plan d'investissement s'équilibre et rentre dans notre capacité de taux financement, parce qu'une partie, vous pouvez voir que 66,56 milliards, c'est le taux financement, et 38 milliards d'emprunts sur 10 ans. C'est un plan pour éviter de naviguer à vue. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans le langage de notre milieu, nous avons des jumelles, nous voyons loin. Mais ce plan est décliné en plan triennal sur 3 ans. C'est chiffré. Avec les recettes d'exploitation et les emprunts qui vont être remboursés et qui nous permettent toujours de rester équilibrés et de réaliser des bénéfices. Donc tout cela est étudié, de telle sorte que même si nous ne sommes pas ici, quel que soit l'opérateur qui viendrait, si on en décidait autrement, il a une vision. Et chaque pas que nous posons s'inscrit dans une vision futuriste, dans une prospective. Donc nous faisons une gestion prospective.